Vous écoutez Bubble. La marche, le langage, la diversification, laissez-moi deviner. Ce que l'on appelle les stades d'éveil de l'enfant n'ont plus de secret pour vous depuis que ce petit être charmant est entré dans votre vie. Mais qu'en est-il des stades d'éveil du parent ? Car on ne naît pas parent, on le devient en accompagnant pas à pas nos petits. Nous découvrons alors en nous des richesses parfois insoupçonnées, patience, humour, enthousiasme, mais aussi des faiblesses et des émotions contradictoires, des craintes à fleur de peau et la peur de mal faire, bien des choses à dompter pour avancer. Ce podcast vous invite à identifier ces grandes étapes de vie qui font de vous des parents et à comprendre que vous n'êtes pas les seuls ni les premiers à les vivre, que l'expérience des autres peut vous aider et qu'il est primordial de choisir votre chemin de parentalité, celui qui, en conscience, vous permettra de vous épanouir et de renforcer votre infini potentiel de parent. Je suis Kim de la Bubble Team, vous écoutez L'écho des berceaux, un podcast du magazine Bubble et nous sommes très fiers parce que ce podcast est soutenu par Oxybul et Veille et Jeux, la marque française qui depuis plus de 25 ans accompagne les talents de chaque enfant et ceux de leurs parents. Non, non et non, ce nouvel épisode de l'écho des berceaux est bel et bien dans une grosse phase d'opposition. Pour nous aider à le prendre avec des pincettes, Aurélie Calais, psychologue clinicienne et coach parental, auteur des livres « Je ne veux pas et je ne dors pas » aux éditions de Book Supérieur et co-créatrice avec Clémence Prompsy du cabinet Kids et Family. Aurélie, bonjour. Bonjour Kim. Aurélie, nos bébés ont bien grandi depuis le tout premier épisode de l'écho des berceaux et voilà qu'ils entrent dans une phase, un peu tendue. Première question, tous les bébés passent-ils par cette phase que les anglo-saxons appellent Terrible 2 ? Ils vont tous y passer de manière plus ou moins bruyante, j'ai envie de dire, ou plus ou moins forte. Est-ce qu'on la voit arriver cette période ? Est-ce qu'on la voit venir et à quoi ça ressemble ? Alors oui, souvent les parents, ça passe pas trop inaperçu, ils s'en rendent compte. Maintenant, c'est vrai que il y a beaucoup de gens qui disent qu'on dit plus terrible tout parce que ça a une connotation négative. On parle plutôt de phase d'affirmation de soi. Bon, on comprend quand même que en tant que parent, on va devoir un petit peu faire preuve de patience. Mais oui, c'est-à-dire que c'est l'enfant qui va... Je pense que le principal résumé, en un mot, ce serait non. C'est ça. On voit des enfants qui disent non à tout. Moi, je me souviens de mon fils je lui demandais « Tu veux un biscuit ?» et il me répondait non, rageusement, et en même temps, il tendait la main pour avoir le biscuit. On a l'impression qu'ils sont un peu paumés dans cette période-là, non ? Oui, c'est un peu la période où ils sont ambivalents, c'est-à-dire que ils vont pleurer pour qu'on leur donne un truc, on leur donne « Mais non, c'est pas ça que je voulais !» Enfin, on a l'impression que... Rien ne va, en fait. C'est ça. Mais elle est plus dure pour qui cette période ? Elle est plus dure pour le parent qui, c'est un peu compliqué, ou elle est plus dure pour l'enfant qui est vraiment paumé, quoi ? Je pense qu'elle est objectivement, elle est plus dure pour l'enfant parce que c'est pas, je veux dire, quand on voit les enfants qui sont submergés par leurs émotions, je veux dire que ce soit la colère, enfin la tristesse, franchement, ça a pas l'air d'être marrant pour eux. Alors c'est pas facile pour nous en tant que parents, mais bon. Nous, on est adultes, on arrive à prendre quand même du recul. Eux, ils sont complètement submergés là-dedans. Moi, il y en a parfois, je vois que, ils me font un peu de peine. Je vois que c'est pas fastoche pour eux, quoi. Donc, en tant que parent, parfois, on se dit là, j'ai pas envie de l'aider parce que je sature. Mais dans le fond, c'est ce qu'il faut faire. En fait, il faut se rappeler que, oui, c'est ça, que le cerveau de l'enfant est largement immature à ce moment-là et que l'enfant cherche pas à nuire à ses parents. En fait, il est vraiment paumé et il est vraiment dans l'incapacité physique de gérer ses émotions et de se calmer tout seul, etc. Bien sûr, ça n'est jamais mal intentionné, ce n'est jamais pour vous embêter, pour vous faire du mal. Évidemment que c'est pas ça, même si parfois on peut avoir l'impression de dire « Non mais là, il se moque de moi en fait, il fait exprès ». Voilà, faut vraiment prendre de la hauteur, du recul par rapport à cette période. Donc qu'est-ce qu'on acquiert comme parent là, comme habileté ? Souplesse, self-control ? Patience, résilience. Oui, ça va servir, ça servira pour tout plus tard, et puis avec ses enfants et avec
et avec les gens qui nous entourent d'une manière générale. Mais oui, c'est ça, il faut apprendre la souplesse, quoi. Oui, et ce qui va quand même tous vous sortir de cette période-là, c'est l'imagination. Parce que finalement, c'est une période où eux disent beaucoup non, mais nous, en fait, très souvent, en fait, c'est un peu en miroir parce que nous, on n'arrête pas de leur dire non. Et puis, on en parlait dans les précédents épisodes, ça fait un moment qu'on leur dit non. Non, non, tu parles pas comme ça, non, tu marches pas là, non, va pas là, non, touche pas ça. Maintenant, ils veulent un truc, c'est non, tu peux pas. Enfin, franchement, c'est pas très rigolo. Ah oui, alors en fait, c'est nous qui leur avons enseigné le non. C'est comme ça qu'il sort le non, En en tout cas, fait. nous, on leur a beaucoup, beaucoup dit. Moi, j'aime bien dire aux parents à cette période des 2 ans, essayez vraiment de faire comme si vous jouiez à un ni oui ni non, et on essaye de dire non le moins possible. Par là, je ne veux pas du tout dire qu'on dit oui à tout à ses enfants. Pas du tout. Mais en tout cas, on essaye de d'aller dans le sens de leur émotion. C'est vraiment ça qui marche le mieux, mais globalement à tous les âges, mais encore plus là. Je vois que tu es très fâché, tu avais très envie de manger ce gâteau. En fait, juste ils se sentent compris déjà. Vous voyez, c'est En fait, c'est très intéressant parce que là, du coup, alors on a souvent parlé de l'enfant roi, des dérives des parents qui disent oui à tout. Peut-être que c'est le moment là de d'éclaircir le sujet, de se demander, ben en fait, à quoi je dis oui, à quoi je dis non. Quel est le sens de mon oui, quel est le sens de mon non, comment j'accompagne, comment je comprends mon enfant, comment on fait de son enfant, comment on fait pour que son enfant soit pas l'enfant roi tel qu'on l'entend, c'est-à-dire un peu tyrannique, alors quoi. il y a plein de trucs dans votre question. La première, c'est déjà l'éducation positive et bienveillante ne veut pas dire qu'on dit oui à tout à ses enfants. Parce qu'il y en a un peu qui se perdent dans leur lecture sur l'éducation bienveillante, qui se disent en fait je dois recevoir toutes les émotions, toujours aller dans son sens. Donc en fait, ça effectivement, ça peut devenir un peu compliqué parce qu'en fait, on répond pas toujours aux besoins de l'enfant, mais on finit à répondre à toutes ses envies et elles peuvent être très nombreuses et partir un peu dans tous les sens. Donc ça, c'est pas forcément lui rendre service parce que personne à part ses parents ne fera ça pour lui. Donc ça ne fait que repousser le problème des frustrations, mais dans les relations sociales. Ce qui est important à cette période, c'est de vraiment de distinguer besoin d'envie. On répond toujours aux besoins d'un enfant, besoin de réconfort, besoin de sécurité, besoin d'affection. Voilà, les besoins, on y répond toujours. Maintenant, les envies, et alors ça, les envies, c'est à chaque parent de faire le tri par rapport à ses valeurs, ses priorités éducatives, ce qui est important pour lui. Voilà, ça, chacun fait bien comme il veut, mais essayez toujours de vous distinguer. Est-ce que là, c'est une habitude, une envie ou un besoin? Moi, je trouve que voilà, il faut répondre aux besoins, les envies, à chacun de voir si on veut tous y répondre à toutes ou pas. Euh, Donc les besoins, on rappelle, c'est les besoins fondamentaux, sommeil, nourriture, affection. Sécurité. Donc tout ça, c'est vraiment important. Après, c'est vrai que c'est une période où tout à l'heure vous parlez de quand on dit oui, quand on dit non. En fait, ce qui est hyper important, c'est que vous soyez dans la régularité. Si jamais, en fait, il n'a pas le droit de faire quelque chose, mais que le lendemain, parce que vous avez un appel de boulot, parce que vous avez des copains à dîner à la maison, parce que, enfin, x, y raison, en fait, la règle change parce qu'aujourd'hui, ça vous arrange, ça donne l'impression à l'enfant que cette décision, d'abord, elle est complètement arbitraire et qu'elle est soumise à la volonté de quelqu'un, ce qui est un peu énervant, quoi. Donc vraiment, ne jamais faire d'exception, en tout cas le moins possible, parce que si jamais vous dites à un enfant oui, une fois sur 10 à une demande, quelle qu'elle soit, hein, sur les écrans, sur le fait de dormir dans votre lit, enfin, peu importe. En tout cas, des choses que les enfants peuvent vous demander souvent. S'il y a une seule fois où vous dites oui, les enfants vont tenter leur chance 9 fois, parce que je sais qu'une fois sur 10, ça marche. Mais alors on disait que les parents doivent apprendre la souplesse là à cette période. Enfin en fait, comment on enseigne la souplesse à ses enfants si on ne peut pas nous-mêmes déroger de temps en temps à nos propres règles? En tout cas, la souplesse, il faut pas l'avoir sur votre routine du quotidien.
Voyez, c'est sur les choses qui sont vraiment importantes pour vous, que ce soit sur l'alimentation, le sommeil, l'hygiène, enfin voilà, en tout cas pour ce qui est important pour vous, les écrans. Si vous n'êtes pas d'accord pour qu'il y ait d'écran la semaine, il n'y a pas d'écran la semaine. En fait, avant 7 ans, les enfants, ce qu'on appelle un petit peu l'âge de raison, voilà, avant 7 ans, les enfants ne sont pas capables de voir le côté cool de l'exception. En fait, ils vont pas se dire, oh, ils ont été trop sympas hier de me laisser regarder un petit dessin animé alors que c'est un jour d'école. Le lendemain, quand vous allez dire non, ça va être terrible pour lui en disant, mais t'es vraiment le pire des parents de pas recommencer. Mais qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Ils prennent ça pour acquis? Ben oui, exactement. C'est-à-dire que si jamais vous dites oui, si une fois ça peut marcher, en fait, ils vont toujours retenter leur chance. Les exceptions, il faut les faire, bien sûr, après, on peut faire des exceptions quand on est en vacances. En gros, quand on sort un petit peu de son quotidien, mais toujours en expliquant à l'enfant, là, ce sont les vacances, là, tu es chez papy et mamie, donc ce ne sont pas les mêmes règles qu'à la maison. Voilà ce qu'on attend de toi. Il faut toujours, en fait, que ce soit connu à l'avance pour l'enfant. Oui, la règle, c'est on énonce la règle à l'avance. Toujours. D'ailleurs, on peut l'afficher. J'en profite pour dire à nos auditeurs qu'on a plein d'outils comme ça chez Bubble, et notamment les bonnes manières. Et donc, on affiche la règle à table, les bonnes manières à table, les bonnes manières. Alors, c'est rigolo, hein, les bonnes manières, vous allez voir, c'est très détendu, hein, c'est pas du tout dogmatique. Et les bonnes manières aux toilettes. Et en fait, quand la règle est affichée, on sait ce qu'il faut faire. Exactement. Il y a les règles de la maison. Et après, moi, je trouve ça très chouette que ce ne soit pas, par exemple, les mêmes règles. Il y a des parents qui vont se stresser avec leurs parents, leurs beaux-parents, en disant non, nous à la maison, il peut pas. En revanche, ça, les enfants sont tout à fait capables de faire la différence de chez papy et mamie. Je n'ai pas les mêmes règles que chez mes parents. Tant qu'on leur précise que c'est exceptionnel, c'est les vacances, mais que quand on reviendra à la maison, on reprendra les règles de chez papa et maman, il n'y a pas de problème. Oui, en fait, c'est peut-être là qu'ils apprennent la souplesse. Alors, cette crise des 2 ans, cette crise d'opposition, là, enfin des 2 ans, elle peut arriver, hein, c'est comme tout, hein, un petit peu avant, un petit peu après, on se formalise pas. Elle arrive parfois à un moment où l'enfant ne parle pas encore. Comment on fait pour décoder les raisons de son opposition? Parce que il faut préciser, et j'ai l'impression en tout cas que ça s'emballe très vite quand on réagit pas assez vite en fait. Oui, c'est-à-dire que eux, ils sont complètement dans l'immédiateté. Ils ont du mal à comprendre qu'on ne puisse pas être totalement à leur dispo tout de suite. Donc c'est vrai que c'est important de ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire que oui, tu as envie de faire ça, j'ai compris. Dès que j'ai fini ça, je pourrai le faire avec toi. Dès que l'aiguille de l'horloge est là, je viens. Il y a des outils comme le time timer qui permet de voir le temps qui défile, de dire quand il y aura plus, le rouge sera complètement écoulé, je viens. Et c'est vrai que quand ils ont 2 ans, 2 ans et demi, que le langage est encore très hésitant, en fait, là, ça augmente les frustrations parce que quand ils se comparent à leur père, ils vont voir que leur père PAIRS, ils vont voir que certains arrivent à très bien parler et du coup, ils sont un peu embêtés de voir que eux, ils y arrivent pas et donc ça rajoute de la frustration sur de la frustration. Ouais, tout arrive en même temps, en fait, c'est difficile. Hein. Il est peut-être plus facile de faire preuve de patience quand on a conscience que son bébé est en train de passer un vrai cap dans son développement. C'est ce qu'on appelle une étape d'individuation, c'est ça ? Exactement. Et il a déjà vécu ça vers 8 mois. D'ailleurs, j'invite nos auditeurs à retrouver l'épisode de l'Écho des berceaux qu'on avait enregistré ensemble, Aurélie, hein, très intéressant sur cette étape des 8 mois et cette difficulté à se séparer de sa maman. Est-ce que comment on dit d'ailleurs Terrible 2 en français? C'est quoi? C'est les crises d'opposition? Comment on le dit? Maintenant, on essaie de dire des termes plus positifs, c'est phase d'individuation, phase d'affirmation de soi. Voilà. Est-ce que c'est un tournant aussi important que le tournant des 8 mois? Oui, c'est un tournant important parce que en fait, parfois on peut être un petit peu en tant que parent désarçonné par ce qui se passe et c'est là où quand on veut un petit peu acheter la paix familiale, que on va finalement céder sur des choses. Mais ce qu'on disait tout à l'heure, comme après l'enfant pense que c'est acquis, je veux dire, c'est à ce moment-là où on va pouvoir se dire qu'on fait plein d'exceptions, plein de trucs, pensant faire plaisir et apaiser l'enfant, et finalement ça n'est pas le cas parce que ça recrée de la frustration après, quoi.
Et côté de l'enfant, de la psychologie de l'enfant, est-ce que parce que donc 8 mois, on le rappelle, hein, c'est une période où en fait le bébé se rend compte qu'il est une personne à part entière. Qu'est-ce qui se passe à 2 ans? C'est aussi important que cette phase-là? Oui, parce qu'en fait, l'enfant, aux alentours de ses 2 ans, se rend compte qu'il a un, un pouvoir, enfin, en tout cas, il est capable de faire passer quelque chose à l'adulte qui est en face de lui. Il provoque des réactions, donc c'est une espèce un petit peu c'est comme un super pouvoir un peu qu'il a l'impression d'avoir. Et puis très souvent, et c'est là où en tant que parent, il faut que on arrive à garder du recul et tout ça, même si parfois on n'y arrivera pas et que c'est pas toujours facile, mais c'est vrai que de voir maman avec les cheveux hirsutes, papa qui pète les plombs, les enfants voient bien que il n'y a que eux qui arrivent à provoquer ça chez leurs parents, pour de vrai. Ils voient bien que quand ils sont avec leurs collègues, leurs copains, ils sont jamais dans cet état-là. Donc, il faut faire hyper attention aux alentours de 2 ans de ne pas faire ce qu'on appelle du renforcement négatif. En gros, il faut toujours que vous encouragiez, que vous félicitiez les comportements que vous voulez voir se reproduire. Tout ce qui ne vous convient pas, et il y en aura plein des trucs, essayez plutôt de l'ignorer ou de ne pas trop le relever. Si ça vous prend plus de temps dans votre journée de dire que vous n'êtes pas d'accord, que ça n'est pas bien, ça reste un capteur d'attention. Donc, il vaut mieux en faire des caisses quand c'est un comportement qui vous plaît. Et en revanche, quand ça ne vous convient pas, voilà, essayez plutôt que ça ne vous prenne pas trop de temps. Parce que finalement, dans le fond du fond, ce que les enfants veulent obtenir de nous, c'est du temps, que l'on s'occupe d'eux, etc. Donc Même en ne mettez négatif, pas... même quand on crie. Même en négatif, ça reste de l'attention quand même. Et Alors c'est pour ça qu'il y a plein de... qu'est-ce qu'on fait quand ils ont réussi à nous mettre hors de nous, qu'on est effectivement hirsutes et rouges de colère? Comment on maîtrise ça? En fait, il faut se dire que nous, on a plus de capacité à maîtriser ça que eux, évidemment, puisque notre cerveau a maturé, a priori. Mais bon, ça nous arrive à tous de péter un plomb et qu'est-ce qu'on fait, quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je pense que c'est toujours important de s'excuser. Voilà, quand on s'est trop Même fâché, avec parce les que petits, hein. même avec les petits, dire en fait, je suis désolée, j'étais fatiguée, les cris m'ont fait tellement mal aux oreilles que je me suis beaucoup fâchée, mais je n'aurais pas dû. C'est important aussi de dire que nous on peut se tromper, que on n'est pas parfait. En gros, que tout le monde se trompe, tout le monde fait des erreurs. Le principal, c'est d'être capable de le reconnaître déjà et de s'en excuser, et surtout essayer toujours de penser, de distinguer l'enfant, enfin la personne qui est votre enfant, de ses actes ou ses comportements. En gros, quand on se fâche, quand je suis pas contente, quand si jamais en tant que parent je peux être triste, ça n'est jamais pour toi en tant que personne, c'est les mots qui ont été dits, les cris qui sont arrivés dans mes oreilles. En fait, voilà, ça a provoqué une émotion chez moi, parfois négative, mais reprendre de toutes les façons cette notion d'amour inconditionnel. En gros, même si là en ce moment je trouve que voilà, c'est un peu l'enfer, malgré tout je t'aime, et ça ne changera pas. Il faut leur répéter qu'on les aime parce qu'on leur dit beaucoup non, on leur dit beaucoup qu'ils peuvent pas faire ci, ça. Il faut remettre beaucoup d'amour là-dedans quand même. Et puis il faut se dire aussi en tant que parent que cette crise, elle présage rien de la personne que sera l'enfant plus tard. En fait, on voit des enfants qui sont vraiment très difficiles à 2 ans, et après ça devient des crèmes. Bah oui, il y a une légende qui dit qu'un enfant qui a cette période des 2 ans hyper difficile fera une période d'adolescence beaucoup plus fastoche, et ceux qui font... et l'inverse, quoi. Ah, c'est À vérifié ou suivre. c'est une légende? À suivre. Est-ce que cette période, c'est donc on le dit en fait, on se rend compte, donc l'enfant se rend compte qu'il a une capacité de modifier le comportement de la personne qui est en face de lui. Est-ce que du coup, c'est consciemment une opposition à l'autorité parentale? Non, c'est pas du tout consciemment une opposition à l'autorité parentale. C'est pas... Une fois de plus, les enfants, ils sont jamais mal intentionnés, en fait, pour de vrai. Eux, ils sont dans leur plaisir immédiat, ils sont auto-centrés sur leurs envies, leurs trucs. Le but, c'est pas de vous embêter, quoi, clairement. Et pour autant, est-ce que vous voyez, vous, des parents qui se sentent remis en cause et qui le vivent mal? Ouais, il y a des parents pour qui c'est difficile, parce que c'est des parents qui vont venir nous voir en nous disant franchement j'essaye, mais j'ai l'impression que ça marche pas, on fait que se fâcher.
On n'a plus de moments de plaisir dans notre relation parce qu'en fait, ils ont l'impression que les enfants testent énormément les limites, qu'ils ont beau répéter et que ça continue. Donc ça, c'est difficile en tant que parent parce qu'on a l'impression qu'on quitte la période du tout petit où on était beaucoup dans les papouilles, les câlins, enfin voilà, un truc beaucoup plus smooth, quoi. Et là, là, ils peuvent voir des excès de colère, des enfants qui vont se jeter par terre. Enfin, parfois, il y a des trucs. Les parents, ils se disent, mais je ne reconnais plus cette personne, cette petite personne, je ne la reconnais plus. C'est pour ça que ce qui peut quand même aider en conseil à dire aux parents, essayez à cet âge-là, lorsque je vous dites, ce n'est pas le moment, si tu veux ça, ce sera ce week-end, le mercredi, enfin peu importe, en gros, on essaye de différer la demande, etc. Essayez surtout de ne pas trop discuter. En gros, les règles, les enfants les connaissent. Enfin, voilà, typiquement, si je prends les écrans, qui est le plus facile, c'est interdit à part tel jour ou je sais pas quoi, ou il n'y a pas de gâteau avant le dîner, ou il n'y a pas... Enfin bon, peu importe. Essayez de ne pas trop discuter, parce que plus vous allez discuter avec vos enfants pour leur expliquer, plus il se dit que vous allez changer d'avis. Si je vous donne un exemple hyper court, vous devez aller acheter un truc au supermarché en bas de chez vous, il vous manque un truc, ça vous prend 30 secondes à acheter. Vous arrivez au supermarché en bas et l'agent de sécurité vous dit « Je suis désolée madame, là il est moins le quart, on ferme à 13h, alors je sais pas trop, comment, ça m'embête. » Bref, il discute pendant 5 bonnes minutes. Vous vous dites « il parle, mais du coup il va me laisser rentrer. » Et à la fin de cette discussion, il vous dit « Non mais de toute façon madame, je peux pas vous laisser rentrer parce qu'on ferme. » Vous allez être hyper en colère contre lui en vous disant « Mais quel est son problème ? Il aurait pu me laisser passer il y a 5 minutes. » Ben oui, pourquoi il parle, il me fait espérer et il me dit non. Vous allez être fâché, énervé contre lui à mort. Si par contre, quand vous arrivez, il vous dit « Je suis désolé madame, le règlement c'est que comme on ferme à 13h, à 45, plus personne ne peut rentrer dans le magasin. » Je dis pas que vous n'allez pas être énervé, pas être Non, mais encore une fois, la règle est claire. Mais en gros, il va pas vous faire espérer quelque chose. Donc en fait, si jamais la règle c'est celle-là, ne discutez pas 1000 ans parce que l'enfant se dit que en fait cette discussion va mener au fait que vous allez accéder à sa demande. Et si après cette discussion de 10 minutes vous lui dites non, forcément, il va péter un plomb. Alors c'est peut-être le bon moment pour apprendre à gérer ses émotions, à commencer à les nommer. Et peut-être que c'est un exercice pour les parents, ça aussi. C'est-à-dire que y a plein de livres maintenant, des petits outils qui permettent d'apprendre à dire ses émotions. Et nous, parents, on n'a pas tellement été habitués à le faire non plus, hein. Bien sûr, nous, c'est vrai que au cabinet, on a fait plein de supports que vous pouvez télécharger sur Internet gratuitement sur notre site. Nous, tous les supports qu'on fait pour les enfants, des trucs hyper visuels, on a fait un escalier de la colère ou une échelle du bruit, par exemple. Nous, quand on l'imprime pour les enfants au cabinet, on dit aux parents, mais n'hésitez pas aussi, vous, à vous en servir. Dire là, tu vois mon chou, ça fait 4 fois que je te demande d'aller dans ton bain. Donc là, moi, sur mon escalier de la colère, regarde, le gros nuage, il est en train de venir. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour m'aider afin que je puisse revenir vers le soleil? Ah, peut-être que si tu allais dans ton bain tout de suite, ouais, ça m'aiderait beaucoup, moi aussi, à revenir vers le soleil. Et là, ce que j'entends, c'est un super conseil aussi, c'est d'impliquer l'enfant dans la solution. Et toi, qu'est-ce que tu ferais pour ça? Oui, toujours. Il faut toujours impliquer l'enfant. En fait, n'hésitez pas à les mettre en miroir sur vous. Vous voyez, si, je sais pas, par exemple, un enfant qui a tapé ses parents et machin, de lui dire, qu'est-ce que tu dirais, toi, moi, si je te racontais que j'ai quelqu'un au travail qui est venu et j'ai pas voulu lui servir un café, il m'a tapé très fort et il m'a mis 2 coups de pied. Qu'est-ce que tu penses que j'aurais dû faire? Vous voyez, et tout de suite, ils vont se dire, non, c'est vraiment pas sympa d'avoir fait ça. Très souvent, il faut prendre un peu de recul avec eux, les mettre en lien sur nos propres émotions. Jouer avec un miroir un peu. Exactement. Aurélie, on dit souvent que c'est une mini crise d'ado. Vous nous avez un peu parlé de la crise d'ado tout à l'heure. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que on anticipe un peu, mais dans quelques années, les parents qui nous écoutent auront aussi peut-être une crise d'ado. Est-ce que ça ressemble à ça? Est-ce qu'il y a des similitudes dans ces deux phases? Oui, ça ressemble un peu parce qu'en fait, c'est la période autour de 2 ans où ils ont envie de faire plein de trucs tout seuls. Donc un peu comme les ados finalement, qui ont envie de faire des trucs tout seuls. La différence, c'est qu'à 2-3 ans, ils ont envie d'explorer, de faire plein de trucs, mais en fait, ou ils sont trop petits, ou ils ne vont pas y arriver parce qu'ils sont trop petits. Donc en fait, c'est beaucoup de frustration.
Et ces frustrations, on va les retrouver chez les ados aussi. Alors là, ça va plus être par les règles et les injonctions parentales et tout ça, mais c'est vrai qu'ils ont envie de faire plein de... Mais en fait, les règles et les injonctions parentales, on les a à 2 ans Bien aussi. sûr. Donc ça ressemble beaucoup Ouais, quand ouais, même. ça ressemble carrément. À part que ça va être plus difficile avec de l'imagination, de la ruse et tout ça, de s'en sortir. C'est plus facile de s'en sortir à 3 ans qu'à 15. Quelles astuces justement là pour les parents qui doivent apprendre à négocier, à ruser. Il y a par exemple cette astuce de proposer des solutions. Par exemple, un enfant qui est dans l'opposition au moment de l'habillement, c'est assez courant. Le matin, on est pressé, on doit partir à la crèche, mais il y a litige sur la façon de s'habiller. Qu'est-ce qu'on lui dit? Tu préfères le pull rouge ou le pull jaune? Là, on donne des choix. C'est ça. Exactement, c'est vraiment grand choix, petit choix. C'est-à-dire que finalement, la grande décision, c'est vous en tant que parent qui la prenez, parce que lui, il est trop petit pour prendre des grandes décisions. En revanche, ça commence à être une personne, voilà, qui arrive à affirmer sa personnalité, ses envies, ses goûts, et donc il n'y a pas de raison qu'on ne l'entende pas. Maintenant, c'est toute, enfin voilà, il faut que ça reste mesuré. Donc il y a évidemment l'exemple que vous donnez des vêtements, est-ce que tu veux mettre ce t-shirt ou celui-là? Si par exemple pour l'alimentation, vous dites ce soir on va dîner des pâtes, bon là c'est plutôt fastoche comme exercice, mais bon, de lui dire est-ce que tu veux des penne ou des spaghettis? C'est ok, c'est pas qu'est-ce que tu veux dîner ce soir, c'est moi j'ai décidé qu'on mangerait des pâtes, Encore une fois, règle lesquelles tu claire. veux. Donc c'est vraiment Choix limité. exactement. Mais en fait, lui, il a quand même l'impression qu'on écoute son avis, qu'il est consulté. Donc, en fait, ça satisfait tout à fait ses besoins de cette période-là, de se sentir écouté et voilà, d'être entendu. Mais par contre, on lui laisse pas des choix qu'il est incapable de prendre tout seul parce qu'il est trop petit. D'ailleurs, cette phase, enfin, c'est pour ça que le livre qu'on a écrit, Je ne veux pas, parce que vraiment, c'est le vrai truc et on a fait que des parties sur je veux pas aller prendre mon bain, je veux pas m'habiller, je veux pas aller à l'école. Et là, on donne que des trucs et des astuces, en fait, pour les parents qui voient que avec de l'imagination, avec 2-3 trucs, mais en plus très faciles, mais c'est vrai que parfois les parents n'ont pas le réflexe d'avoir une énorme trousse à outils d'imagination et d'idées. Donc nous, c'était les aider pour ça. Et parce que à cet âge-là, ça marche hyper bien. Alors, on invite évidemment nos auditeurs à lire toutes ces astuces dans votre livre Je ne veux pas, mais peut-être une ou deux autres astuces que vous nous livrez quand même. Au supermarché, par exemple, il y a un truc qui marche bien, c'est de leur donner des missions. C'est toi qui vas chercher le lait. Bon, le lait, c'est un peu lourd, mais Mais carrément, mais leur prendre le mini caddie, de leur donner la liste de courses et le stabilo et ils stabilotent, de leur dire que quand on a tout mis, ils peuvent appuyer sur le bouton vert de la carte bleue, enfin, il y a ça, il y a tout à l'heure on parlait du rangement, voilà, de le faire avec eux et de dire on essaye d'être les champions du rangement, on a fini avant que la musique soit terminée. Pour ceux qui veulent pas se brosser les dents, pareil, on peut le faire en musique, on arrête de brosser quand la chanson s'arrête. On peut, si on a des brosses à dents lumineuses, éteindre la lumière et on voit que les joues qui s'allument avec la petite lumière de la brosse à dents. On peut, pour les repas, plus les enfants vont participer, cuisiner eux-mêmes, plus ils vont trouver ça bon et plus ça va être facile. Enfin, il y en a. vous ne manquez pas d'idées. Il y en a des tonnes. Et alors après, par contre, où il faut que les parents se méfient, c'est que nous, quand ils viennent nous voir, ils ont lu le livre, ils vont dire ça marche super. Ah, par contre, au bout d'une semaine, ça marchait plus. Oui, alors ça, c'est vrai. Comment ça se fait? Oui, parce qu'en fait, il faut changer d'idée. Ouais, c'est ça, en fait. En fait, l'idée, c'est vraiment à cette période, en fait, ce que je trouve qui est difficile, c'est que, en tout cas pour les parents qui travaillent, c'est qu'on voit pas tellement nos enfants en semaine et on a l'impression que les 2 heures qu'on a passées avec eux, on a fait que leur dire non, que eux étaient tout le temps pas contents, fâchés après nous. Enfin, ça, parfois, on va se coucher et on se dit franchement, c'était pas très cool comme soirée, quoi. Donc, gardez le cap de vos rituels, de l'ordre de votre soirée, de vos routines, parce que ça va être un repère pour votre enfant. Et maintenant, toutes ces choses-là, essayez de le passer par le jeu, le fait de rigoler, comme ça vous faites toutes ces choses obligatoires, laissez des petits choix à vos enfants, comme ça ils ont l'impression de décider et voilà, ces choses obligatoires, on peut les rendre amusantes et rigolotes et votre enfant, il retiendra pas je me suis lavé les dents, j'ai pris ma douche, il va juste retenir j'ai bien rigolé ce soir avec mes parents. Et c'est ça qui compte.
Un dernier petit conseil, mais côté parents cette fois, parce que oui, c'est une période où on a l'impression qu'on fait le deuil, qu'on doit faire le deuil de ce temps du tout petit bébé qui ne nous remettait pas du tout en question. Comment on passe ce cap côté parents? Qu'est-ce qu'on se dit? Que en fait, on passe une phase difficile, mais qui va ouvrir plein de possibilités, plein de choses super en fait. Oui, parce que en fait, c'est là qu'ils apprennent plein de choses, ils développent leur personnalité. Je veux dire, un enfant qui a 3 ans et qui est hyper sûr de lui, qui lâche rien. Vous voyez, quand il y en a qui sont comme ça. Bon, ça nous arrange pas en tant que parents à 3 ans, mais ça, quand il sera adulte, s'il garde ça, c'est une super qualité de rien lâcher, d'aller au bout de ses idées. Enfin, en fait, on peut. Oui, en fait, peut-être qu'on peut passer cette phase en étant dans l'observation de la personne qu'on est en train de voir émerger, du caractère qu'on est en train de voir émerger. C'est vachement intéressant, Bah ça. carrément. Et puis si jamais vous voyez que c'est plus compliqué, que c'est plutôt une gestion des émotions qui est difficile, aidez-le à gérer ses émotions, recevez-les, allez dans le sens de ses émotions. Si jamais vous dites ce que j'ai tout à l'heure, là je vois que t'es hyper fâché, t'avais très envie d'aller chez ton copain et on peut pas et ça te rend très triste. En fait, ça va pas arranger fondamentalement la situation, mais en tout cas, il va se sentir compris. Vous voyez, c'est comme si je sais pas, vous êtes pieds nus chez vous et vous prenez le coin d'une table ou d'une chaise sur le petit orteil. Ça va vous faire super mal. Et en tant qu'adulte, parfois, on va avoir besoin de pester, de dire des gros mots pendant 5 minutes. Si quelqu'un vient et qui vous dit « Non, mais ça va, te plains pas, c'est rien », en fait, ça va pas vous aider. Or que de vous dire, oh là là, non, mais ça se fait mal sur le petit doigt de pied comme ça, je comprends, mais quel enfer, ça fait hyper mal. Hein. Bah, il va moins vous énerver, vous voyez. Accueillir les émotions. Merci beaucoup Aurélie d'avoir été avec nous pour cet épisode de l'écho des berceaux. Merci Kim. On termine avec un petit récap de ce que l'on a appris dans cet épisode et notamment que tous les bébés passent par cette phase d'affirmation de soi de façon plus ou moins dure, une phase psychologique importante qui permet à votre tout petit de grandir. Alors oui, parfois on le sent complètement paumé, il peut être très agaçant, mais il faut se souvenir que les enfants ne sont pas volontairement malveillants. Alors, même si c'est difficile, faites preuve de patience, de compréhension, d'empathie, en attendant la prochaine crise, la crise d'ado. Surtout, les parents, ménagez-vous, sachez de temps en temps prendre le temps qu'il faut, du temps pour vous, pour recharger vos batteries. Bon courage et à bientôt, c'était l'écho des berceaux.